Première année, je disais souvent à mes camarades que je voulais un top 5. Parce que, évidemment, si on dit ah, je veux HEC ou rien pendant 10 ans, on va presque nous prendre pour un fou, quoi. Ouais. Ou pour quelqu'un de trop arrogant. Mais je sentais que je pouvais avoir HEC, ou en tout cas être admissible à HEC. Ça m'a motivé quand même à bosser sur la période de préparation où là, on a à peu près un mois après les écrits à travailler. La plupart, je pense que même dans des petites prépas, négligent ce moment en fait qui vont être admissibles à HEC. En prépa, il faut avoir confiance en soi, mais aussi confiance envers le corps enseignant qui se donne pour qu'on réussisse, quoi. Salut Sébastien. Salut. Écoute, très heureux de te recevoir. Déjà, félicitations pour ton admission à HEC qui est encore toute récente. Et si j'ai voulu t'inviter aujourd'hui, c'est parce que tu as un parcours assez particulier, comme beaucoup de gens qui passent à ce micro, on va le voir. Mais particulièrement, tu viens d'Alexandre Dumas, qui est une des dernières prépas de France en termes de résultats. Ça se tape avec quelques prépas marocaines, mais en tout cas, parmi les prépas en Ile-de-France, avec 30, 40 étudiants, je pense que c'est la dernière, ou en tout cas parmi les dernières. Et c'est ce que tu me disais en off tout à l'heure, mais je crois que personne n'avait eu HEC dans cette prépa depuis 10 ans, c'est ça, un peu plus même? Exactement. Ok. Donc, ce sera intéressant de voir comment tu es parvenu justement à briser cette malédiction, je mets des grosses guillemets. Je te laisse déjà te présenter dans l'immédiat. Ouais, je m'appelle donc Sébastien, je suis né en Russie et je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans, ne parlant pas du tout la langue. J'ai dû apprendre ça à l'école et j'ai suivi ensuite toute ma scolarité dans le système français normal. Et j'étais, on va dire, la plupart de ma scolarité dans un petit lycée dans les Yvelines, au Sept-Mars, donc à Morpa. Okay. Et ensuite, j'ai intégré le lycée Alexandre Dumas par Parcoursup, comme tout le monde, mais avec notamment avec le fait que j'avais des notes pas très bonnes quand j'étais au lycée, notamment en français et en philosophie, si je ne me trompe pas. Et donc, j'ai eu HEC en carré au bout de 2 ans à travers les filières de maths approfondies et ESH, ce qui est à peu près une première dans ma prépa. Ok, oui, c'est ça. Ce que tu disais, c'est que ta prof de maths ne se souvient pas de la dernière fois que quelqu'un a été admis à HEC. Ok, on va revenir là-dessus, mais du coup, déjà pour comprendre, comment tu as eu l'idée de faire une prépa si tu viens pas du système français, parce qu'on l'a compris, du coup, tes parents, en tout cas, tu as bougé à 10 ans en France sans parler français. Et puis surtout avec des notes qui a priori n'étaient pas terribles. Et quand tu dis pas terrible, c'était quoi à peu près? En fait, au départ, j'ai toujours eu une envie de faire une prépa, parce que c'est quelque chose que les professeurs de mon lycée m'ont dit de faire, puisqu'ils voyaient que j'avais un profil notamment bon en mathématiques, en SES, qui étaient mes spécialités au lycée. Et en fait, j'avais des bonnes notes dans ces spécialités-là, mais à côté, en français, par exemple, au bac, j'ai eu 12 à l'écrit et 8 à l'oral. C'est pas cata, c'est pas ouf. C'est pas cata, mais c'est quand même 10 de moyenne. J'avais pas spécialement de bonnes notes en langue parce que j'étais quand même dans une classe assez forte puisque c'était la classe oraux et ce qui faisait qu'en fait il n'y avait pas un écart type énorme dans la classe et qui donnait l'impression qu'on était peut-être un peu surnoté, ce qui a fait que mon dossier sur Parcoursup a peut-être été sous-estimé parce que lorsque moi j'ai eu par exemple 10 au bac de français, quand mes camarades de ma classe ils avaient tous 14, même en note à l'année, on a l'impression que je bossais pas beaucoup, quoi. Mais après, les maths, la SES, ça m'intéressait toujours. Et je savais que je voulais faire quelque chose où je pouvais continuer ces matières-là pour, donc notamment rejoindre une prépa, mais derrière, éventuellement une école de commerce, mais même si à cette époque-là, je ne savais pas du tout c'était quoi. Et j'étais plus motivé par le challenge que c'était la prépa. Ok. Mais tes difficultés en cours, elles venaient essentiellement de ta non-maîtrise du français ou il y avait autre chose? Non, c'était pas tant ma non-maîtrise du français, c'était juste, je pense, un manque de travail. Au lycée, je m'investissais pas énormément. Enfin, je préférais profiter de mon temps, de jouer avec mes amis, sortir dehors plus que travailler. Et notamment, je ne voulais pas travailler ce qui ne m'intéressait pas. Le français à ce moment-là, en tout cas les règles de grammaire, les figures de style, ces choses-là, n'étaient pas quelque chose qui me passionnait. Donc, je bossais pas suffisamment, on va dire. Ce qui faisait que j'avais de mauvaises notes. Mais après, ce n'était pas un problème de français en tant que tel. Et tu as envisagé de faire autre chose qu'une prépa? Et est-ce que tu as envisagé, si c'était obligé pour toi de faire une prépa en quelque sorte, de faire un autre type de prépa? Parce que si tu es fort en maths, tu peux aller en prépa scientifique. En fait, j'ai jamais réellement aimé la physique et j'ai toujours préféré la physique à la SES. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'avais jamais pris comme physique comme spécialité. J'avais la troisième spécialité en première, c'était NSI, numérique et sciences de l'informatique, parce que en fait, dès la première, je savais déjà que je voulais partir en prépa économique justement. Et je voulais que ça. C'est-à-dire que sur mon Parcoursup, sur les vœux, j'avais mis que des prépas. Et Alexandre Dumas, c'était notamment ma prépa que j'avais mis un peu en safe option, où c'était en fait, j'étais à peu près sûr d'être accepté, puisque je savais qu'en ayant fait une journée d'immersion là-bas, qu'on m'avait dit que ça allait bien se passer si jamais je la mettais. Ok.
Mais dans le milieu où tu as grandi, il y avait déjà cette valorisation de la prépa, même si du coup j'imagine que tes parents n'ont pas fait une prépa. Ils savaient ce que c'était, ils t'ont poussé naturellement, ou c'est vraiment toi ta curiosité d'enfant de 15-16 ans qui s'est dit ok, la prépa, j'ai compris ce que c'était, c'est fait pour moi. Comment ça s'est passé? Oui, enfin, en tout cas, dans ma famille, ils savaient pas du tout ce que c'était une prépa. Et même quand j'ai intégré une prépa, ils savaient encore pas vraiment c'était quoi. C'était juste les professeurs qui m'avaient expliqué que c'était quelque chose de beaucoup plus proche du lycée que la fac. Et je me disais bien que en fait, c'est quelque chose qui me correspondait. J'aimais bien, en fin de compte, être dans un système un peu où on est encadré. Et on a des cours beaucoup plus académiques, mais tout en étant accompagné. Et c'est pour ça que je me suis dit que la prépa, c'était un peu pour moi. Je voulais me challenger, notamment en maths. Et je savais que, même en prépa économique, le niveau était très relevé. Ouais, moi, je me reconnais pas mal dans ce que tu dis parce que je pense que je savais que je foutais pas grand-chose au lycée. Au lycée, en fait, quand tu as 12, 13, 14 de moyenne, les profs, ils te laissent un peu tranquille. Ouais. Ils se battent pour ceux qui vont peut-être pas avoir le bac. Et donc, je sentais bien que j'avais pas la maturité pour me dire, mais à la fac ou ailleurs, je vais bosser tout seul comme un grand. Et j'avais envie, quelque part, qu'on m'encadre, mais même, tu sais, qu'on me pousse un peu, Ouais. quoi, tu vois. Ouais, oui. En soi, c'est exactement ça. C'est vraiment au lycée, en partie, je travaillais pas parce que c'était pas quelque chose qui me passionnait. Je savais pas vraiment à quoi allait me servir d'avoir un 17 au lieu d'un 13. Pour moi, c'était tout au même. Tant que j'avais 13, en vrai, j'avais 15 de moyenne à peu près, mais tant que j'avais ces notes-là, mes parents ils me laissaient tranquille et je pouvais faire ce que je voulais. Et je cherchais pas forcément à avoir les meilleures notes, ou même je pensais pas vraiment à une histoire de Parcoursup ou des choses comme ça. J'étais pas très inquiet, peut-être pas suffisamment. Et du coup, la prépa, ça m'a paru même un poil intéressant du fait que je me suis dit, faut qu'un jour ou un autre, j'apprenne à bosser. Et si j'ai pas appris à bosser au lycée, il faut que ça soit ailleurs. Et à la fac, je me suis dit que j'allais être un perdu, probablement, mais en prépa, que c'était le contraire. Ouais, c'est ça, ok. Donc ton optimisation Ouais. quand tu étais jeune, au lycée en tout cas, c'était pas maximiser ta note, c'était minimiser tes efforts pour avoir un truc qui te paraît acceptable, genre 14-15 de moyenne. Mais tu avais quand même un peu dans ta tête l'idée de te dire, ouais, ça va peut-être coincer au bout d'un moment, et il faut que je... Ok, je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait, hein. Là on parle de nous deux, mais il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent aussi dans ce profil-là, donc c'est intéressant. Et par contre, moi ce qui m'interpelle, c'est que ça veut dire qu'à 15 de moyenne, j'imagine que tu n'avais pas mis que du maths, c'est ce que tu as dit, c'était ta safe prépa. T'as dû mettre d'autres prépas, tu t'es fait recal de toutes les autres? En fait, donc oui, au bac, j'ai eu 15 presque pile, j'ai eu 14,95 avec mention bien. J'avais des bonnes notes, mais aux épreuves de spécialité, 19 en maths et 15 en éco, mais ça, c'était pas encore visible sur Parcoursup, parce que c'était l'année où on avait fait les épreuves en mars. Ah si, donc c'était visible. C'était visible, ces deux notes-là sur Parcoursup. Mais après, en fait, je pense que les mauvaises notes ailleurs qui ont fait que sur les 10 prépas, j'ai visé peut-être de manière un peu trop ambitieuse. J'ai mis des grandes prépas comme Henri IV, pas Ginette, mais toutes les grandes prépas de Versailles, notamment Hoche, Franchamp, c'est ça. ça. Et quasi toutes les prépas m'ont refusé, à part Saint-Paul à Lille. Ok. Mais après réflexion, je me suis dit que c'était trop loin de chez moi, puisque j'habitais en région parisienne. Et ça se vaut à peu près. C'est peut-être un peu meilleur à Saint-Paul, mais... Saint-Paul, ça reste quand même une bonne prépa, puisque je crois que c'est dans le top 30 et ils envoient 4-5 par an. Et la Bruyère à Versailles, ils n'ont pas voulu de toi? En fait, moi, je voulais absolument faire l'économie, comme c'était SES. Et la Bruyère, c'est une prépa qui propose que AGG. Que Géopo, ouais. Okay. Et comme j'étais, en tout cas sur les spécialités en prépa, j'étais persuadé que je voulais faire un maths approfondi ESH. Et pour le coup, c'est pas forcément un truc très commun par rapport aux anciennes ECS, ECE. Ah, t'as pris les deux matières les plus galères, quoi. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Oui, voilà. Mais en tout cas, un combo que pas toutes les prépas proposaient. Seulement, on va dire celle qui est avec un effectif suffisant ou des choses comme ça. Ce qui fait qu'au final, à part Saint-Paul donc Alexandre Dumas, je n'avais pas d'autres prépa et j'ai décidé d'aller à Alexandre Dumas. Ouais, c'est vrai que moi, j'avais observé ça au moment de la réforme, l'équilibrage entre maths appli et maths pro, où globalement, ça changeait pas grand-chose pour Ginette d'être en maths pro, parce qu'en fait, de toute façon, c'est le top 10% et ils vont avoir les meilleures notes. Mais il y avait clairement un décalage pour moi sur les petites prépas comme la tienne, en maths pro, où ceux qui prenaient maths pro et qui n'étaient pas très forts en maths pro se faisaient ouvrir en deux, alors que s'ils étaient en maths appli, ils auraient largement sauvé les meubles. Et on pouvait se retrouver à niveau égal, à 3-4 points d'écart entre appli et pro. Donc ça a été un sujet, je pense, pour une prépa comme Dumas. Je sais pas si tu l'as perçu, toi, tu étais un peu après la bataille déjà, mais... En fait, ce qui se passe d'abord, avant même de rentrer en prépa, c'est que généralement, les profils qui sont très bons en mathématiques, au point de vouloir aller en maths approfondie, généralement, c'est des grands bosseurs au lycée. Et en fait, ils avaient des bonnes notes partout ailleurs. Ils finissent rarement à Alexandre Dumas. Ce qui fait qu'en temps normal, Alexandre Dumas, il peine à recruter des maths approfondies. Par exemple, ma classe, on était 20 contre la classe des applis qui était à 40. Et je sais que l'année d'avant, la mienne, ils étaient 12 dans leur classe.
En appro. fait, oui, en appro. Et à la fois, c'est une bonne chose pour nous, mais en même temps, en fait, il y a une telle difficulté de recrutement pour les petites prépas pour les maths approfondies, parce que juste, les gens, ils se disent que c'est trop dur pour eux, Ouais. qu'au final, on est amené à recruter des personnes éventuellement moins bons que ceux qui sont en appli en mathématiques, ce qui fait que, en fait, comme tu dis tout à l'heure, on se fait déchirer au concours en maths approfondies. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, ça vient beaucoup de la réforme Blanquer. Je pense que la réforme du lycée, globalement, il n'y avait plus assez de profs de maths au lycée et ils sont débrouillés pour qu'il y ait moins de maths. Alors là, ils sont en train de réintroduire une épreuve de maths en première, on verra ce que ça donne. Mais ils ont dégoûté, je trouve, des maths, tu vois, les profils un peu hybrides des prépa EC. Genre, soit tu es vraiment très très chaud en maths, tu veux faire une prépa scientifique, une licence de maths, et bien sûr, tu vas prendre la spécialité maths qui est quand même franchement dure, notamment en première. Mais tu vois, si tu es en mode, j'aime bien un peu tout, bah, tu vas pas aller en spé maths, enfin en spécialité maths, alors que tu peux prendre la GGSP, SES, HLP, où c'est plutôt mieux noté, c'est plus facile, on va dire. Et enfin bon, bref, donc du coup, t'es un peu un ovni de ce point de vue-là, quoi. C'est juste que toi, t'étais vraiment chaud en maths et que t'aimais bien l'éco. Ouais, voilà. Et après, oui, notamment là-dessus. Mais je pense que, en tout cas, vis-à-vis de je faisais les calculs, etc., par rapport à est-ce que c'était avantageux ou pas d'être en maths appro ou en maths appli. Et en fait, je me suis rendu compte que pas tant que ça, en vrai. À part si en fait, donc on est quelqu'un comme moi ou d'autres personnes qui adorent les maths et qui bossent beaucoup les maths. Au final, maths approfondi, en termes de rapport temps et notes, enfin, en tout cas, selon mon avis, même en tant que maths approfondi, je pense que il vaut mieux être en maths appliqué pour réussir les concours, avoir des bonnes notes là-dessus. Ouais, bah, sauf si t'es très fort. En fait, c'est ça. Je pense que ça dépend de tes affinités parce que maths appro, tu peux vraiment passer, notamment quand tu vises les parisiennes, parce qu'on rappelle, plus l'école est bien classée au 6e, plus le coefficient en maths est important. En vrai, tu vises HEC ou en tout cas les parisiennes, t'es en maths appro, tu peux facilement passer la moitié de ton temps de travail effectif sur les maths. Je pense que c'est à peu près ça. Donc si t'aimes vraiment beaucoup les maths et que les autres matières te saoulent, bah c'est pas un si mauvais calcul, d'autant plus que les maths c'est plutôt safe. Enfin, c'est très rare que t'aies 18 toute l'année et que t'aies 9 au concours. Alors qu'il peut y avoir des accidents. Alors attention, hein, je dis pas que c'est random la philo ou la géopo, mais les accidents peuvent arriver. Et ils arrivent quand même beaucoup moins en mathématiques. Ouais, c'est ça. Enfin, tu nous raconteras, mais j'imagine que c'était pas ton premier. Enfin, je sais pas les notes que tu as eues en maths appro, mais ça devait être pas trop mal. Et c'était pas la première fois que c'était pas trop mal, quoi. Ouais, c'est ça. Mais oui, en fait, justement, en fait, notamment, moi, je regardais surtout les coefficients de HEC, mais aussi des parisiennes. Le gros entre la différence entre les appros et les applis, c'est que quand même que ce sont les coefficients d'économie et de philo qui diminuent pour les appros et à l'avantage des maths. Et du coup, si jamais on n'est pas bon dans ces deux matières-là, ou en tout cas on n'aime pas trop toutes les matières à dissertation, etc., ça peut être un bon calcul donc de prendre maths approfondi. Après, tout dépend de chacun. Donc au choix, je sais pas, enfin en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé puisque j'ai eu des notes pas très bonnes en économie et en philosophie aux écrits et des très bonnes en maths. Ouais, les maths ont porté quoi. Oui, mais à l'année quand je faisais les calculs au CB, etc., en fait, même en ayant 20 partout en maths, je gagnais que 0,5 points de moyenne par rapport à maths appliquée. Quoi. Et je me disais que ça valait pas le temps de travail que je mettais. Ouais, ok. Je mettais à ce truc-là. Petite digression, mais en tout cas, c'est intéressant parce que c'est un sujet que beaucoup d'étudiants se posent, hein, bien évidemment, hein, surtout au moment de Parcoursup, quand tu t'optimises en quelque sorte ta stratégie. Mais bon, on y reviendra au moment des concours. Si on revient du coup à ta première année, t'arrives du coup en septembre à Dumas. Déjà, est-ce que t'es déçu ou pas d'être dans cette prépa? Et ensuite, c'est quoi la vibe en fait de ta prépa à ce moment-là? En fait, je suis pas si déçu que ça. Je me suis dit que c'était une prépa. À ce moment-là, je prêtais pas spécialement non plus trop attention au classement. Je savais que les grosses prépas, ils étaient plus cool parce qu'ils envoyaient plus de monde. Mais après, honnêtement, je connaissais même pas très bien la différence entre les écoles, etc. Donc je me disais, dans tous les cas, je me persuadais moi que c'était l'élève qui faisait la prépa et non la prépa qui faisait l'élève. Et j'avais déjà en fait découvert la prépa avant. J'avais fait une journée quand j'étais en terminale là-bas, puisque c'est quelque chose que propose ma prépa. Et en fait, je m'étais rendu compte quand même d'un décalage entre les niveaux des élèves là-bas et en fait ce qu'on demandait notamment en prépa. Et donc je m'étais pas fait de faux espoirs en me disant que en fait mes camarades n'allaient pas tous être bons. Ça, j'étais déjà persuadé avant la rentrée. Mais quand j'ai fait ma rentrée, je me disais quand même qu'il allait y avoir beaucoup de personnes qui étaient fortes dans différentes matières, etc. Et en fait, donc, on a commencé la prépa, il y avait, comme dans beaucoup de prépas, les interros de rentrée, des choses comme ça. Et pour ma part, c'est moyennement bien passé, puisque je n'avais pas trop bossé l'été, etc. J'étais encore comme au lycée, en me disant que peu de travail, ça suffirait. Et c'est là où je me suis pris mes premières tôles. J'ai pris, je crois, 6 en ESH, 3 en philo sur les interros de rentrée. Et je me suis dit, en fait,
la prépa, faut bosser, sinon ça marche pas. Ok, mais quand tu dis 6 et 3, c'est tout le monde avait 6 et 3 ou en fait, t'étais vraiment non, pas ouf même parmi les... Même pas. En fait, j'étais comme les autres. C'est-à-dire que je pense que la moyenne était genre à 4 en philo, et elle était genre à 6, 7 en... Ouais, donc t'étais dans le ventre mou de ta prépa. Oui, en fait, oui, je me suis dit, je suis comme les autres, mais Alexandre Dumas, faut pas... Enfin, en tout cas, aujourd'hui, faut pas se dire que si on est comme les autres, que ça passera, quoi. Ok, mais parce que toi, du coup, 1er septembre 2023, du coup, tu t'es dit, ouais, moi, mon objectif, c'est HEC. Genre, personne n'a intégré depuis 10 ans, mais moi, je suis destiné à avoir HEC. En fait, sur le coup, je me suis dit, pas HEC, mais une Parisienne, je veux une Parisienne et je vais bosser pour avoir une Parisienne. Je savais pas trop la différence, mais en tout cas, je me suis dit que j'allais bosser pour le mieux. Mais parce que tu savais ce que ça représentait derrière en termes de métier, ou je sais pas, ou juste tu t'es dit, c'est un objectif qui est atteignable et je me dois de l'atteindre. Ou en tout cas, d'essayer de me donner les moyens de l'atteindre. Bah, en fait, pas vraiment, je m'y connaissais pas en tout cas sur les débouchés, des choses comme ça. Je me suis juste dit que c'était quelque chose qui pouvait se faire. Et j'étais persuadé que, en fait, en travaillant dur, ça pouvait passer. Et oui, à la fois, en fait, au fil de l'année, je me suis rendu compte que quand mes notes elles ont commencé à monter dans toutes les matières, quand je commençais à les travailler de manière sérieuse, et que les professeurs m'encourageaient à travailler, dès, on va dire, à peu près 6 mois de la première année, je me suis rendu compte que, en fait, il y avait le potentiel de travailler HEC si j'étais régulier pendant 2 ans à travailler. Ok. Et que ça pouvait marcher, en tout cas pour ma part. Mais tu étais identifié, en tout cas, tu assumais ton ambition, ou tu disais juste, bah, je bosse et vas-y, je vais pas commencer à dire que je vise les parisiennes parce que, je sais pas, ce sera mal perçu. Bah, disons qu'en première année, je disais souvent à mes camarades que je voulais un top 5. Okay. De manière, on va dire comme ça, parce que évidemment, si on dit je veux HEC ou rien pendant 10 ans, on va presque nous prendre pour un fou, quoi, dans la prépa, ou pour quelqu'un de trop arrogant. Mais non, au début, j'étais quelqu'un qui disait que j'allais essayer d'avoir top 5, et je pense que c'est resté après jusqu'au concours. Je me motivais donc à me dire que peu importe laquelle, l'école du top 5, c'est quelque chose qui m'irait, que je tuberais pas sur les DEC ou l'EM, même si j'avais des très bonnes notes ailleurs. Et oui, même si après que j'ai eu les résultats des écrits, je me suis dit à ce moment-là, une Parisienne. Ok. Il faut. Ok, ouais, ça marche. Et du coup, tu n'as pas répondu sur la question de l'ambiance. Ouais. C'est quoi? C'est familial? Comment sont les profs? Comment sont les élèves entre eux? Moi, ce qui m'a étonné, c'est que par rapport aux élèves, l'ambiance, c'était comme au lycée. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait pas forcément une ambiance où en fait, on prépare tous un concours. On est face à 8000 personnes, il faut réussir. C'était plus une ambiance, on est au lycée, allez, on essaie de suivre le cours. Si j'ai pas le temps de le suivre, bah, j'essaie de rattraper un peu demain. Je vois ce que en tout cas, en fait, c'était pas forcément... Il y avait on va dire, une ambiance de travail, mais en tout cas, pendant peut-être même toute la première année, c'était pas une ambiance de... En fait, de focus concours, quoi. Ouais, focus genre, concours, il faut dépasser des gens que je connais pas, mais... Ouais, c'est ça. Okay. C'était une bonne ambiance. En tout cas, vis-à-vis des élèves, c'était pas trop compétitif du coup, mais on avait tous des objectifs différents. Beaucoup voyaient qu'ils avaient des notes pas très bonnes et ils étaient déjà dissuadés dès le début de l'année. En tout cas, ils se persuadaient qu'ils allaient pas réussir et donc, en fait, ils se mettaient pas totalement au travail. Ils n'allaient pas se défoncer parce qu'ils se disaient de toute façon le top 5 c'est inaccessible et finalement que je suis arrivé avec trop de difficultés et que ça marchera pas, quoi. Et donc, en fait, tu dirais que c'était très hétérogène en termes de niveau, c'est ça? Très, très hétérogène en termes de niveau. Et en fait, il y avait certaines personnes qui avaient beaucoup d'aisance, mais seulement dans une ou deux matières, qui n'étaient très rarement les maths, voire pas les maths, à part moi. Donc, c'était assez différent. Et les professeurs, néanmoins, eux, en fait, ils savaient que le niveau était hétérogène. Beaucoup de professeurs, ils enseignaient déjà dans la prépa depuis plusieurs années, voire plus. Ma prof de maths, elle enseignait depuis 20 ans. Mon prof d'éco depuis 10 ans, je crois. Donc, en fait, ils savaient que chaque année, le niveau était hétérogène et ils avaient, on va dire, des programmes un peu adaptés en fonction du niveau de chacun. Ils avaient, par exemple, en DS, on avait genre 3 DS différents. Un DS pour ceux qui sentaient qu'ils visaient le top 5, d'autres qui visaient entre 5 et 10 et ceux qui visaient moins. En fait, les professeurs en eux-mêmes, ils étaient très ambitieux. C'est-à-dire que, en fait, quand mon professeur de maths en première année, il a vu que j'avais éventuellement le niveau pour faire les épreuves parisiennes, etc., bah, tout de suite, il a commencé à me donner des exercices supplémentaires, me dire faire quoi par là, me donner peut-être même des hors-programmes et m'expliquer des choses qui me disaient qu'ils allaient me servir en parisienne, et c'était le cas en soi. Et en fait, oui, les professeurs, ils préparaient, on va dire, comme ils avaient l'habitude du niveau hétérogène, ils préparaient bien, on va dire, en fonction du niveau de chacun. Mais alors, je comprends sur le côté exo, mais notamment en maths, tu vois, sur les cours, c'est super dur. Quand tu t'adresses à des gens dont l'objectif, c'est de répondre à la première question EDEC, pour montrer que c'est une densité de probabilité, et toi, où en fait, on va te dire, ah, ça, c'est à la lisière du programme, mais ça tombe en parisienne,
c'est chaud, tu vois, le cours, comment il se débrouillait? Est-ce que du coup, tu écoutais tout le temps le cours? Comment ça se passait? Pour ma part, j'écoutais tout le temps le cours et en fait, on avait en première année, comme c'est quand même au début, on a une période de révision de ce qu'on faisait au lycée, avec notamment on revoit les fonctions, les suites, dans toutes les prépas en soi. Mais d'un point de vue un peu plus complexe, un peu plus vision prépa, quoi. Mais le cours, en fait, il était très dense. Il fallait prendre beaucoup. Et en fait, reprendre chez soi le cours. Et le professeur, en tout cas pour la partie cours, ne s'adaptait pas vraiment au niveau des élèves. Et il donnait un cours, je pense, qui était pareil que dans une prépa. Okay. Donc, en termes de cours, ça ne changeait pas d'une prépa, on va dire, bien classée. C'était plus en termes d'accompagnement derrière ou en termes d'exercices qui étaient donnés et qui différaient en fonction de chacun. Ok. Ouais, mais donc tu dirais que c'était quand même pas tout à fait le même métier, prof de maths à Dumas et prof de maths à Ginette, parce que tu avais une notion d'individualisation beaucoup plus forte, quoi, après le cours en tout cas. Oui, je pense que, en tout cas, j'avais l'impression que mes profs ils étaient investis, voire beaucoup plus investis que dans d'autres prépas, et ce que j'avais reparlé avec d'autres élèves, c'était le cas à peu près. En fait, notamment en deuxième année, j'avais, en termes d'heures de maths, j'étais, je crois, à 18 heures de maths par semaine parfois, mais la plupart du temps à 14 heures de maths, ce qui faisait plus que dans les grosses prépas. Et en fait, parce que les professeurs ils faisaient une sorte d'emploi du temps où on avait donc tous les cours normaux, et derrière, en fait, on avait des TD, ou en tout cas des moments où en fait, on travaillait, et ils pouvaient accompagner un par un chacun des élèves en leur expliquant peut-être des notions et des choses comme ça qu'ils n'avaient pas compris, en tout cas à leur niveau. Et en fait, en tout cas dans la prépa, l'idée des professeurs, c'était comme quoi, si les élèves ils bossent pas chez eux, on va faire en sorte qu'on leur donne plus d'heures et qu'ils bossent sous notre supervision. Mais en tout cas, et des heures qui sont adaptées, genre toi, a priori, il te fallait plus de maths parce que les maths allaient être plus importants pour les concours que pour un autre. Plus de maths, c'était le cas pour tout le monde, parce que pour ma part, je savais que ça allait être plus importante, mais comme la plupart, ils arrivaient avec des problèmes en maths. Il fallait pas qu'ils tapent une bulle ou un 2, 3. C'est toujours mieux d'avoir un 7 au concours qu'un 2 au concours. Ouais, bien sûr. Faut se battre jusqu'au bout et prendre tous les points. Donc, non, c'était notamment en maths qu'on avait des heures supplémentaires. Okay. Et après, il y avait plein d'autres dispositifs, par exemple d'écoles supplémentaires pour ceux qui voulaient. Parce qu'il y avait de la place en colle. Je me souviens par exemple que j'avais une colle de SH chaque semaine au lieu de toutes les 2 semaines comme d'autres, j'imagine. Ouais, donc c'est rare. Hein. Moi, je me souviens, moi j'étais en géopo, mais c'était toutes les 2 semaines et que tu vises HEC ou le top 15, t'avais une colle, t'avais 2 colles par mois, quoi. Mais ce dispositif-là, c'était pas restreint qu'à moi. Je veux dire, c'était tous ceux qui étaient volontaires. Mais en fait, ce qui faisait qu'il n'y avait pas énormément de volontaires parce que, comme je dis tout à l'heure, c'est que les personnes, ils ont du mal en fait à se motiver à travailler. Et du coup, ils vont pas forcément demander à plus. En fait, il y a plus de places en école que de candidats. Donc, tu sais que si tu n'as pas un objectif de te dire, OK, je vais atteindre telle barre d'admissibilité, finalement, tu peux kiffer le côté émulation intellectuelle, etc., sans bosser comme un malade. C'est pour ça que je trouve que tu as vraiment une prépa à 2 vitesses aujourd'hui. Les gens qui te disent, ouais, la prépa, c'est la croix et la bannière. Et je dis, évidemment, il faut beaucoup bosser pour avoir HEC, mais il faut bosser pour avoir le top 10, le top 15, mais ça reste raisonnable. Et je pense que le côté très sacrificiel de la prépa, excepté pour une poignée d'étudiants très, 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 très motivés, il est quand même un peu en train de partir, quoi. Ouais, c'est ça. En vrai, même pour ma part, si j'ai eu HEC en première année, c'était pas non plus là où je travaillais. En tout cas, tous les jours, je revenais chez moi, je travaillais à 18h jusqu'à 23h, comme certains pouvaient le raconter. Non, en tout cas, en première année, j'ai l'impression que j'avais une vie sociale très riche. Je faisais du volley 4 heures par semaine. Je sortais avec mes amis le week-end. En fait, c'était pas l'enfer, quoi. Ouais, c'était pas l'enfer. C'était même plutôt une période où j'ai profité plus de ma vie, presque autant qu'au lycée, on va dire. Okay. Alors même qu'au lycée, je travaillais pas. Et en fait, j'avais l'impression d'aimer parce qu'en cours, je faisais quelque chose qui me plaisait. Et derrière, je pouvais profiter aussi de mon temps quand j'en avais qui était disponible. Et donc tu as dit qu'au début de l'année, tu étais moyen plus, en tout cas au tout début. Et progressivement, est-ce que tu es devenu nettement plus fort de la classe ou non, tu étais plutôt fort, mais pas grotesque, quoi? Dans ma classe, j'étais on va dire nettement plus fort. Dans ma prépa, entièrement non, parce qu'il y avait un autre de mes camarades qui était en maths appliquée, qui avait des excellentes notes aussi en carré, qui a fini à l'ESSEC cette année. Et donc j'étais en fait toute l'année, j'étais le 2e de la classe, deuxième de la prépa, mais le premier de la classe de maths approfondie. Et par exemple, au cours blanc, en fait, l'avance elle était flagrante, puisque au premier, j'étais à peu près à 15 de moyenne, quand le majorant des applis était à 17, et en fait, le 3e, il était à 7. Donc, en fait, ce qui faisait qu'il y avait c'était tout de suite visible qu'il y avait c'est fou quand une même. différence. Je veux dire,
ça veut dire que tu étais avec des élèves qui ont probablement eu des bien moins bonnes notes que toi au lycée, non? Pas tant que ça, en vrai. La plupart, ils étaient. Enfin, moi, j'étais à 15, j'avais mention bien. On n'était pas tant que ça, on va dire, dans la prépa, à avoir mention bien. Ouais. Mais la plupart, ils étaient aux alentours de 13 de moyenne, voire un peu moins en vrai. Enfin, en vrai, je pense que la moyenne, c'est entre 12 et 13 au bac. Et par exemple, tu as eu combien au bac de maths? Au bac de maths, j'ai eu 19. Ouais, et ce qui devait être. Enfin, c'est atypique, j'imagine. Oui, ouais. En maths, oui, c'était très atypique. Ouais. Pour le coup, j'avais échangé avec mes camarades. Donc, tu dirais que la diff, c'était plutôt que tu en avais plus sous la pédale en quelque sorte. Tu avais vraiment un potentiel inexploité au lycée. Oui, je pense que en vrai, c'était la prépa m'a certes aidé à bien préparer, etc. Mais oui, j'avais déjà, on va dire, je suis arrivé avec un niveau qui était meilleur que ce qu'il y avait d'habitude à Alexandre Dumas. Ok, ouais, d'accord. Donc, tu avais le russe du coup à côté, c'est ça ce que tu expliquais? Enfin, ce que tu expliquais en off, mais Ouais. donc j'imagine que ça a dû être un atout forcément. Et autrement, du coup, en langue, lettres et philosophie, pareil, tu étais plus fort que les autres parce que tu bossais plus ou... Au départ, j'étais donc pas plus fort en philosophie et en lettres, mais en fait, ça m'a donné en première année la philosophie et je m'étais pas tant impliqué que ça. Mais lettres, si. Je demandais énormément de synthèse à faire. Je pratiquais beaucoup de synthèse. Jusqu'à ce qu'en fait, au départ, j'avais des 8, des 9, et jusqu'à atteindre, on va dire, de manière assez constante, quelque chose entre 14 et 15 qui me semblait convenable, en tout cas, pour cette matière-là. Et je me disais que, en tout cas, j'avais travaillé beaucoup pour notamment avoir jusqu'à cette note-là. Je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, comment s'améliorer. Je parlais beaucoup avec les anciens camarades, les deuxième années, comment ils ont fait pour augmenter en notes, etc., en synthèse notamment. Et en fait, donc, je travaillais la synthèse. L'anglais, j'avais déjà un plutôt bon niveau à l'arrivée en prépa. J'avais à peu près 14 à tous les DS, puisque j'étais en classe euro encore au lycée. Et au concours, j'ai eu 12, mais ça m'a pas non plus tant étonné. Après, j'avais donc le russe en LV2, ce qui est ma langue natale. Donc, c'était, on va dire, je travaillais pas énormément le russe, mais c'était, on va dire, des bonnes notes assurées. Et j'allais le faire ça dans un autre lycée, notamment parce qu'il n'y avait pas de cours de russe dans mon lycée, mais j'avais un emploi du temps adapté et il n'y avait pas de problème là-dessus. Ok. Et à l'issue du coup de cette première année, HEC, ou en tout cas les parisiennes, c'est encore plus, j'imagine, dans ta tête qu'au début, parce que ça paraît plus concret, tu te dis, ok, j'ai une avance considérable. Enfin, c'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là? En fait, mon état d'esprit, il s'était fait notamment après mon deuxième concours blanc, où j'avais eu 16,5 de moyenne, sans point bonus. C'est-à-dire que je me suis dit, HEC, quand j'entendais qu'il fallait à peu près avoir 14, sans point bonus, sans carré, pour être admissible à HEC, je me suis dit, en fait, 16,5, j'ai 2 points et demi de marge. Et ils t'ont dit, ouais, on t'a noté comme au concours. Oui, même s'il y a forcément un coefficient de... En fait, comme on est comparé par rapport à des copies qui sont 2 fois moins bonnes, forcément, on est un peu surnoté. Et c'est pour ça que quand je dis qu'en anglais, par exemple, j'ai eu 12 au concours contre 14 toute l'année, je me dis qu'il y avait quand même 2 points de... Ouais, c'est ça. Si ils sont dit, on veut discipline moyenne, 3,5 d'écart type comme au concours, t'étais corrigé avec un paquet plus faible qu'au vrai concours. Mais je me suis dit quand même que 2 points et demi, ça voulait dire quand même que j'avais le potentiel de dépasser les 14 au concours si je bossais bien en deuxième année. Et donc, je me suis dit, HEC, c'est possible. Je suis pas sûr de l'avoir, mais en tout cas, c'était possible. Et alors, là, c'est peut-être pour moi la question la plus intéressante de l'interview. Tu disais dans l'interview écrite que tu as accordée à Major Prépa, que pour toi, ça a été plutôt un atout. Alors, j'aimerais bien savoir du coup pourquoi, que tu répètes les arguments que tu as pu évoquer. Et moi, j'avais aussi la question justement d'avoir quelqu'un avec qui se tirer la bourre en quelque sorte. Parce que tu vois, par exemple, j'avais fait l'interview de Sozon et Timothée, qui sont les 2 premiers prépa Bac Pro ECP à avoir intégré HEC l'année dernière. Et eux disaient, en fait, on a eu HEC tous les deux parce que mutuellement, on s'est tiré vers le haut et ça nous permettait d'avoir un horizon en quelque sorte. Quand là, tu vois, t'as 2 fois la moyenne du deuxième, en fait, tu te bats contre toi-même, ce qui est beaucoup plus difficile. Donc, savoir pourquoi, pour toi, ça a été un atout et comment tu as vécu cette absence de concurrence. En fait, l'absence de concurrence, certes, il y en avait notamment dans ma classe, mais elle était, on va dire, partielle parce qu'à la fois, il y avait mon camarade qui était en maths appliquée qui, en fait, il me poursuivait, on va dire, avec un point et demi de plus au-dessus de moi. Mais vous bossiez du coup quand même ensemble? On bossait pas certainement ensemble, pas souvent ensemble, en vrai. C'était quelqu'un qui aimait travailler un peu tout seul de son côté. Mais en fait, il me mettait une sorte de barre que... vous regardiez, quoi. Lui, mais en tout cas, il me regardait pas trop. Mais pour ma part, c'était un peu comme ma cible. Je me disais que, en fait, il faut que j'arrive à l'atteindre au bout de la prépa pour me dire que j'ai le niveau HEC, quoi. Et c'était le cas, puisqu'au deuxième CP, je l'ai battu sur les 3 parisiennes. Enfin, en tout cas, là où le PEF du maths 2 était important. Et j'ai réussi à le battre. Ça donnait de la confiance. Oui, ça m'a rassuré en me disant que c'est bon, peut-être que je suis prêt maintenant.
Ok. Après, j'ai eu aussi la chance en deuxième année d'avoir quand même un cube qui était très bon en maths, qui a eu 2,18 au concours sur les parisiennes notamment et des meilleures notes encore sur les autres. Et en fait, avec lui, en tout cas, je bossais bien les maths, je travaillais les maths et on s'entraidait. Il y avait quand même cette émulation ensemble où on travaillait et j'avais trouvé un peu de la concurrence, notamment en maths, Ok. même si dans d'autres matières, j'avais de la concurrence, puisqu'il y avait quand même quelques élèves qui avaient des bonnes notes dans les matières où ils se sentaient à l'aise. Ah, d'accord. Et sur les atouts, du coup, que tu vois? Sur les atouts, bah, en fait, il y a à la fois l'investissement des professeurs, parce que j'ai l'impression que comme en fait, ils n'avaient pas souvent des potentiels à HEC, ou en tout cas des potentiels d'excellentes notes au concours, ils disaient qu'en fait, il fallait s'investir plus avec nous et ils nous proposaient notamment des créneaux pour travailler plus, quelque chose qui était particulier aux parisiennes. En maths, je me souviens, en fin d'année, de deuxième année, on travaillait sur des annales de parisiennes par groupe de 3. Ce qui faisait que en fait, c'était comme presque des cours particuliers, Ok. à la fois avec aussi l'école supplémentaire que j'avais et les cours bonus dans différentes matières. Ce qui faisait qu'aux écrits, en tout cas, j'avais l'impression peut-être même d'être un poil mieux préparé que ceux qui venaient de grande prépa. Et oui, je pense que ça m'a quand même aidé le fait que les professeurs ils étaient autant investis avec moi. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est des vrais soutiens. Et enfin, ça rejoint totalement ce que disaient Sozon et Timothée l'année dernière, où tu vois, les profs, clairement, ils préparaient tous les autres au top 10. Et eux, c'était leur poulain. Et ils étaient à leur disposition pour leur permettre de réussir leur objectif qu'ils s'étaient fixé eux-mêmes, quoi. Je pense que le plus dur, pour moi, c'est la question de la maturité, finalement. C'est de se dire, je suis capable de le faire et je vais le faire alors que autour de moi, les gens se comportent pas comme ça. Je pense que quand tu es à Ginette, il y a ce côté où en fait tout le monde vise HEC, donc c'est l'inverse, tu vois. C'est quelque part, toi, ça pouvait paraître arrogant de dire je vise HEC, mais à Ginette, personne va te dire je vise l'EDEC, alors que c'est déjà un truc de ouf d'avoir l'EDEC. Enfin, ouais, mais c'est de ça que j'avais parlé, notamment avec les camarades qui sont aujourd'hui HEC, mais même avec les professeurs, etc., avec le recul. Oui, en fait, je pense que quand même dans la prépa, il y a une bonne partie, c'est le mental. Beaucoup se persuadent, en fait, se ferment trop vite les portes en se disant qu'ils n'auront pas une parisienne parce qu'ils viennent d'une petite prépa. De la même manière qu'en fait, il y en a plein qui, dans les grosses prépas, qu'ils arrivent à se persuader qu'en fait, ils auront le top 3. Et en fait, donc, ils se motivent à bosser en se disant que en fait, si je bosse pas le top 3, bah, ça serait l'échec. Et c'est sûr que toutes les histoires qu'on raconte, comme quoi, peut-être qu'ils prennent moins plaisir dans la prépa, etc., c'est peut-être vrai, parce qu'en fait, ils se mettent une pression sur eux pour travailler plus et pour atteindre cette chose-là. Mais en fait, c'est ça qui fait qu'ils ont des résultats et qui sont beaucoup plus brillants que... Ouais, bien sûr. Oui, c'est vrai que tu as une injonction plus ou moins tacite à avoir forcément une parisienne, et en tout cas à se donner les moyens pour. Et il y en a à qui ça pose pas problème, et tu vois, ils continuent à avoir ce côté, l'émulation intellectuelle de la prépa, et qui kiffent. Il y en a pour qui ça peut être un peu pénible. Et c'est vrai que je trouve les témoignages des gens qui viennent de prépa moyenne ou petite et qui ont une parisienne, très souvent, ils ont kiffé leur prépa parce qu'ils étaient dans un environnement... beaucoup moins pressurisant, et la pression, en fait, ils se la mettaient eux-mêmes, donc c'était un choix hyper délibéré, quoi. Mais ok, alors, grave intéressant, je trouve, d'avoir ce point de vue-là. Et du coup, est-ce que tu avais besoin, tu penses, plus de ressources exogènes que dans une prépa? Un exemple débile, mais tu vois, le triptyque, par exemple, il y a beaucoup de prépas qui préparent pas du tout, ou même, je sais pas, sur des techniques, sur des choses où tu peux pas forcément demander à des camarades parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Est-ce que l'écosystème Alexandre Dumas se suffisait à lui-même, ou est-ce que tu avais besoin d'autre chose? En fait, pour ma part, en tout cas sur mes moyens de travail, je travaille de manière assez particulière puisque j'avais presque aucun manuel externe. Okay. Je crois que j'avais un manuel de philo en deuxième année sur le thème où j'ai pu ficher une trentaine de références avant pour préparer bien la deuxième année. Mais en tant que tel, j'avais aucun manuel de maths. J'avais acheté, je crois, le gros manuel de SH, mais je l'ai jamais vraiment ouvert. Okay. Et pareil, pour les langues, j'avais vite fait un truc de grammaire en anglais, mais que j'ai entrouvert 2 fois. En fait, la plupart des cours, c'était uniquement ce que je suivais en prépa et je me disais que ça allait suffire. À ce moment-là, en tout cas, j'étais convaincu que j'avais pas besoin forcément d'aller chercher des choses particulières sur des sites, ou en tout cas de demander à des amis qui étaient peut-être dans d'autres prépas de me donner leur cours. C'est vraiment tout ce que faisaient les profs te suffisait. D'accord. Et tu faisais quand même des annales, j'imagine? Oui, je faisais énormément d'annales. En tout cas, en maths, en deuxième année, j'ai fait vraiment beaucoup d'annales. C'était peut-être le truc qui me prenait le plus de temps en deuxième année, puisque j'ai fait, je crois, 80-90% des annales des 20-25 dernières années. Tout confondu, c'est-à-dire EDEC, EM, Écrit-Com. Ah ouais, mais t'avais un bouquin, t'allais sur Majeure Prépa, tu faisais quoi? Non, en fait, j'étais à la fois, le méga répertoire de Majeure Prépa était assez utile pour retrouver les annales, mais il y avait aussi une partie qui était sur le site de ma professeure. Enfin, en tout cas, la correction était sur le site de ma professeure.
qui, comme elle enseignait depuis 20 ans, on va dire que... Ouais, elle se chauffait à taper les corrigés, tout quoi. Non, enfin, elle les a corrigés à la main, c'était les photos, mais en tout cas, on va dire que c'était... Enfin, elle avait à peu près tout corrigé déjà. Ok. Mais oui, et notamment le méga répertoire, j'utilisais aussi pour, on va dire, les cocher en vert, les annales que j'ai déjà faites, etc. Ouais, c'est vrai que ça, pour le coup, c'est très pratique et je trouve qu'il n'y a pas de. Enfin, on a passé trop de temps pour que quelqu'un d'autre ait fait un truc aussi quali. Et ça, j'ai l'impression quand même que ceux qui visent les parisiennes, ils l'ont tous téléchargé à un moment. On mettra le lien dans la description, mais effectivement, c'est pratique. Ok. Non, mais super intéressant, tu vois. C'est-à-dire que ça tord beaucoup le coup aux idées reçues. Et pourtant, tu vois, il y a ce chiffre un peu implacable de 50% d'HEC, c'est rempli par 6 prépas, je crois, un truc comme ça. Mais donc, ouais, t'es la preuve vivante que. Tu vois, t'as pas eu, je sais pas, t'étais pas à côté en train de faire une prépa privée, je sais pas quoi. C'est vraiment, t'as fait littéralement tes 2 ans de prépa avec Centre Dumas sans aucun truc exogène et en fait, t'as très bien réussi, quoi. Voire même, ça a été un atout pour toi parce que t'as eu un accompagnement peut-être encore plus personnalisé et précieux pour toi finalement, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, super clair. Qu'est-ce que je voulais te demander? Ouais, du coup, les concours. Donc, j'imagine que t'étais toujours bien chaud et bien remonté au moment des concours. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu sentais que t'avais bien réussi? En fait, aux écrits, j'ai passé les écrits à Ginette. Ça m'a. Ouais, déjà ça calme. Enfin, ça calme ou ça galvanise, je sais pas. Mais... Oui, enfin, il faisait des chants avant chaque épreuve, etc. Et c'était assez particulier. Mais après, enfin, on va dire, l'ambiance en tant que telle m'a pas tant effrayé. J'ai jamais été quelqu'un qui manquait de confiance en soi. Et on va dire que dans mes capacités, notamment en maths, j'étais confiant. Et je pense qu'en vrai, pour réussir notamment la prépa, il faut être confiant, il faut être peut-être un poil arrogant sur. Peut-être se surestimer, c'est parfois un peu mieux, même si... bien sûr. Quand même, moi, je suis persuadé, la confiance en soi, c'est la matière la plus coefficiente en prépa, j'en suis persuadé. Sûrement. Et en fait, ce truc-là où j'étais arrivé, j'étais pas tant effrayé, j'étais plus, on va dire, dans une ambiance un peu où là, c'est le moment de réussir et de prouver aux autres que, en fait, qu'on n'est pas moins bon qu'eux, même si on vient d'une petite prépa. Et c'est ce que les professeurs me disaient, que, en fait, j'avais rien à leur envier. Et je me suis dit, ok, donc j'y vais. Et les concours, c'est plutôt, enfin, en tout cas aux écrits, ça s'est bien passé. J'avais l'impression à la sortie des épreuves que ça se passait bien, à part l'économie en HEC, où j'avais manqué de temps, j'avais pas tant stressé, mais c'était un manque de temps et du coup j'ai dû bâcler un peu ma dissertation, etc. Et j'étais un peu dégoûté, mais de jour en jour, comme les mathématiques, c'était tous les jours, pendant les 4 premiers jours, le soir. En fait, à chaque fois que je sortais d'une épreuve, je me disais, ok, là j'ai bien réussi. Et à la fin, en fait, je m'étais dit que la philosophie, c'était plutôt bien passé. Les langues aussi. Et la synthèse, en fait, tout à peu près à part l'économie en HEC. Et je me suis dit, en vrai, c'était possible. Okay. Sur les maths, j'étais presque persuadé que j'allais avoir 3 ou 4 20, déjà en termes d'épreuves, parce que j'avais l'impression d'avoir écrasé les sujets. Et oui, je me suis dit, en fait, HEC, c'était possible. Je me suis dit, à cause de l'ESH, j'allais avoir une note pas très bonne, quelque chose comme 8, et que j'allais être admissible à HEC, mais bas. Okay. Mais en tout cas, c'était quelque chose, je me disais, HEC, c'est possible. Ouais, tu étais assez lucide. Ok. Et tu regardais un peu les corrections et tout, enfin les analyses où vraiment tu passais l'épreuve et... En maths, j'adorais regarder les corrections le soir. Je rentrais chez moi et en fait, juste je tapais et j'attendais à l'instant où ça sort la correction. On était au charbon, nous. Pour me dire, ok, là c'était bon. C'est vrai que ça sortait rapidement quand même, les corrections de maths. Ouais, bah franchement, t'as les vrais soldats, mais tu vois, un mec comme David Meneux qui fait beaucoup de corrections. Le fait que c'était quand même bien tapé à l'ordinateur, que c'était clair. Ouais, c'est clair. Il se gaffe, tu vois, mais c'est vrai que c'est ça qui est trop bien avec Major Prépa, c'est que ça agrège en fait des vrais soldats, quoi, tu vois, des gens qui se disent, bah, j'ai envie de... Enfin, je sais à quel point cette ressource, elle est précieuse, elle est utile. Et tu vois, il se la donne de fou, en vrai. Enfin, surtout que lui, toi, c'est une fois dans ta vie. Lui, c'est tous les ans, les gens, ils sont comme ça en train d'attendre le corriger. Donc, ça lui met une petite pression, mais je pense qu'il est content aussi, quoi. Mais ouais, donc je regardais pas trop les interviews que tu faisais, enfin, en tout cas, les lives, tu veux dire? Les lives, ouais, c'est ça. Mais après, je regardais notamment les corrections, j'étais à l'affût pour essayer de voir où... Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est bien les lives quand tu veux être un peu rassuré. Mais toi, si tu étais confiant, finalement, tu n'as pas trop besoin de ça. Tu as besoin de corriger parce que, au contraire, ça te conforte, surtout si tu avais défoncé l'épreuve, dans le fait que ça va bien se passer, quoi. Ok. Ouais. Et du coup, quand même, le fait que je sentais que je pouvais avoir HEC, ou en tout cas être admissible à HEC, ça m'a motivé quand même à bosser sur la période de préparation où là, on a à peu près un mois après les écrits à travailler. Et en fait, je me suis dit quand même que la plupart, je pense que même dans des petites prépas, négligent ce moment. En fait, ils y croient peut-être pas forcément en fait, qu'ils vont être admissibles à HEC. Et du coup, sous-préparent HEC parce que en fait, il n'y a que HEC notamment qu'on prépare les matières, toutes les matières à peu près académiques. Ouais, c'est clair.
Et notamment, c'est ce qui a pêché à une camarade qui était admissible à HEC dans ma prépa. Qui s'y attendait pas ou qui n'a pas voulu y croire. En fait, qui s'attendait pas. Parce qu'en final, elle a eu des notes aussi un peu étonnantes. Elle a eu 20 en ESH, qui était extraordinaire pour quelqu'un en appli, puisque c'était KF 9, je crois, sur 30. Énorme. Donc. Et en fait, elle était 300 HEC. Mais comme elle n'avait pas préparé les oraux, ça s'est mal passé. Ouais, mais je pense que t'as un syndrome de l'imposteur aussi, tu vois. Oui, voilà, le fait de, attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire des maths, MDR, je vais mettre admissible aux parisiennes. Enfin, tu vois, c'est dur, je trouve, de légitimer, parce que là, pendant la préparation aux écrits, de toute façon, tu te prépares aux écrits. Pendant les oraux, si tu fais des maths, de la CSH et tout, c'est que t'assumes que t'es potentiellement admissible. Et ça, psychologiquement, c'est dur, je trouve. Ouais, c'est vrai que beaucoup de mes camarades, en fait, ils se mettent dans l'optique où moi, je vais essayer de préparer plutôt un entretien, parce que vaut mieux assurer l'entretien de l'ESSEC ou de l'ECP pour essayer d'avoir... si j'ai une parisienne, autant essayer d'avoir à tout prix l'ESSEC ou l'ECP. Okay. Mais HEC, on n'y pense pas forcément. Mais pour ma part, donc, comme j'étais à peu près... en tout cas sûr que j'allais l'avoir, j'avais pas vraiment ce syndrome de l'imposteur, je me disais qu'il fallait préparer à fond. Vous étiez combien à préparer? À préparer HEC, j'étais tout seul. Même si, en mode cours part avec ton prof de maths? En fait, non, puisque j'avais des cours à 2-3 la plupart, puisque en fait, par exemple, mon camarade Cube, lui, il se disait qu'il allait pas avoir HEC parce qu'il avait un peu des moins bonnes notes que moi dans d'autres matières, et en fait, avec le point malus en Cube, ça allait être un peu plus dur. Mais il préparait quand même, par exemple, les maths pour le ECP. Et mon autre camarade qui préparait l'économie pour le ECP en maths appliquées. Ce qui faisait qu'en fait, on était quand même plusieurs à préparer le ESH, les maths. On était 2-3 parcours, mais oui, on n'était pas énormément. Mais des épreuves comme la culture G et le triptyque, j'étais tout seul pour le coup. Ok, d'accord. Donc tombent les résultats d'admissibilité. Et là, du coup, assez conforme en fait à ce que tu pensais. En fait, assez conforme. Sur le coup, c'était assez conforme puisque j'ai fini 670 aux écrits. Je me suis dit, oui, en effet, c'est à cause de l'ESH que c'est mal passé, que j'ai eu 8 probablement et que ça m'a un peu plombé. Sur le coup, j'avais découvert les résultats, j'étais dans ma prépa. En fait, j'étais en pleine préparation d'un oral d'anglais, si je ne me trompe pas, ou de SH. Et en fait, donc, j'ai vu le résultat, j'ai même pas tant sursauté que ça. C'est plutôt les gens autour de moi qui ont vite regardé mon résultat aussi. Les premières années, notamment, qui étaient encore dans le lycée, et qui ont couru vers moi pour sauter et tout. Enfin, ils étaient trop contents parce que pour eux, c'était la preuve qu'on peut quand même réussir. Ouais, t'étais leur champion, quoi. T'étais le petit mec de ton village qui va percer, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais cette impression-là qu'en tout cas, les premières années vis-à-vis de moi, ceux qui étaient en maths approfondie, j'avais l'impression d'avoir 30 bisous, quoi. Enfin, ils étaient tous... même au cours de l'année, en fait, ils demandaient des conseils à moi en continu. Ouais, donc en fait, oui, pour eux, c'était un peu la fête que ça s'est bien passé. Après, il y avait un poil de déception pour du coup mon deuxième camarade qui, lui, qui a fini 900 à HEC, donc qui n'a pas eu, mais qui était très bien le lendemain à l'ESSEC et qui a tout le reste. Surtout, ça veut dire que c'était des perfs exceptionnels pour Dumas. Oui, ça reste parce quand même des perfs. Vous êtes retrouvé à 3 admissibles HEC, parisiennes. Ouais, 3 admissibles parisiennes qu'on a converti aussi en admission. Ouais, donc c'était ouf pour Dumas. Ouais, c'était ouf quand même. Ok, d'accord. Ok, stylé. Donc oui, on va dire, en fait, le moment de résultat, c'est la fête pour nous trois, mais derrière, pour la plupart des camarades de notre prépa, c'était pas tant la fête que ça, parce que en fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas bossé suffisamment, qu'ils ont eu quelque chose qui était passable, enfin en tout cas pour leurs ambitions. En fait, ils visaient un peu trop haut, je pense. Et en fait, ils étaient convaincus qu'ils allaient avoir forcément une école du top 10, bien comme sûr. ça, mais que c'était pas le cas pour tout le monde. C'est marrant, j'en avais discuté avec une autre prof, tu vois, d'une prépa assez équivalente, pareil, tu vois, dans les dernières places en Ile-de-France. Et elle me disait, mais en fait, moi, quand je leur explique, mais là, le top 10, vous n'avez pas le niveau académique pour être admissible. Et tu vois, justement, elle leur disait plutôt après les écrits, parce qu'elle ne veut pas du tout les brider, mais elle disait, il y a tellement une décorrélation entre comment ils évaluent leurs chances et leur réel niveau. Et elle dit, c'est dur, parce que d'un côté, il ne faut pas brider. De l'autre, il faut quand même à un moment leur remettre les pieds sur terre et dire, mais il faut que tu prépares ces épreuves-là, parce qu'elles vont te concerner, quoi. Enfin, tu ne vas pas être à l'EDEC, tu ne vas pas être à Audencia ou à Neoma. Et c'est souvent difficile. C'est un truc que tu n'as que dans ce type de prépa-là, tu vois. Très souvent, les gens sont beaucoup plus lucides sur leur niveau dans les top prépa, ou au pire, s'ils ne sont pas lucides, c'est pas très grave parce qu'ils vont avoir le top 5 ou le top 3, quoi. Enfin bon, petite parenthèse, mais ok, donc c'est intéressant parce que ça... Parce que c'est vrai que j'ai l'impression, aujourd'hui, on revend un peu le top 10 comme quelque chose de très facile à voir, mais c'est pas forcément le cas, en tout cas pas pour tous. Tous ceux qui ont des difficultés à étudier, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'après... ça fait beaucoup de déceptions après. Ouais, totalement. Et en fait, de toute façon, le concours vise juste à répartir les candidats de 1 à 9000, on va dire maintenant. Mais moi, tu vois, quand j'ai passé les concours, il y avait plus de candidats, moins de places dans le top 10. Je crois qu'il y avait 55% des gens qui arrivaient dans le top 10. Et je pense que tu avais déjà un peu cette croyance selon laquelle c'était
facile, entre guillemets, d'avoir le top 10, alors qu'à l'époque, c'était déjà que la moitié des gens. Mm. Donc, c'est plus pour moi le chiffre, un peu le symbole de, tu vois, 10, parce qu'on compte en base 10. Ouais. Mais en vrai, oui, évidemment, c'est plus facile qu'avant, et je pense que ça demande moins de travail ou moins de talent ou moins de combinaison entre travail et talent. Mais bah, il y a une personne sur 5 qui ne sera pas admissible au top 10, et c'est pas négligeable, tu vois, surtout du coup dans une prépa comme Dumas, où en fait ça va représenter, je sais pas, peut-être 50% de la classe, un truc comme ça. Oui, on est à peu près ce chiffre-là. Ouais. Ok pour ça. Donc toi, du coup, content. Et comment se passent tes oraux de parisienne? Tu passes quoi d'ailleurs? En fait, moi j'étais inscrit au concours, aux écrits, j'étais inscrit qu'au top 5 et l'NSAE. L'école. Ah ouais, d'accord, t'as porté ton courage à deux mains. J'étais le seul courageux, puisque en fait, d'accord. En plus, j'étais courageux parce que l'année dernière, en fait, le majorant des maths qui était à peu près à la même position que moi, qui est donc le cube qui a cubé avec moi et qui a eu le CP cette année. En fait, l'année dernière, il a fait pareil. Il a mis que top 5 et TBS, mais sur un coup en disant que c'était sa safe. Et en fait, il avait eu que TBS. Ok. Puisqu'il avait aucune du top 5. Et en fait, pourquoi tu t'es pas inscrit? Genre, ça mange pas de pain, ça coûte 300 balles, quoi. Mais en fait, il y avait quand même cette histoire de. Je me suis dit, c'est de l'argent. Et moi, en tout cas, dans ma famille, on m'a toujours dit que, en fait, d'utiliser l'argent de manière assez objective. Enfin, en tout cas. Ouais, de pas acheter l'argent par oui. Et en fait, je savais que dans ces écoles-là, j'avais pas forcément envie d'y aller, puisque j'avais d'autres plans. Si je cubais, j'allais cuber dans une autre prépa, puisque j'avais des très bonnes notes en deuxième année. Donc, j'ai le niveau. Doute, c'est que ma première cartouche pour avoir le top 5. Oui, donc, voilà. de toute façon. Et, ou même que peut-être j'allais partir à la fac, puisque c'est pas quelque chose qui me, au final, aurait buté à un point, puisque j'avais déjà appris à travailler. Je me suis dit que ça aurait pu être une option. Ouais, t'avais tiré ce que tu voulais tirer de la prépa, au-delà de la finalité du concours. Oui, c'est ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas viser que ça, puisque c'est ça que j'aimerais bien avoir. Okay. Et donc, j'ai mis que top 5 et l'NSAE. Mais sachant que l'NSAE, en réalité, j'étais beaucoup plus confiant, puisque le coefficient de maths à l'NSAE, c'est 15 sur 30. Oui. Et aux euros, c'est pareil, donc 15 sur 30, pareil. Donc, pour le coup, si on assure en maths, ça devrait bien se passer. Quoi. Okay. Et ouais, d'ailleurs, du coup, tes notes, tu les as pas trop dites? Oui. Aux écrits, j'ai eu comme note, j'ai eu 20 aux 4 maths. Donc, tu savais? Ouais. Okay. J'ai eu 20 aux 4 maths. J'ai eu 11,9 en anglais, 18,7 en russe, 14 en synthèse. J'ai eu 13 en philo, celle qui est l'autre, pas HEC Lyon. Et SEC EDEC? Ouais, SEC EDEC. J'ai eu 6 à la philo HEC. Okay. J'ai eu 11 à l'éco à HEC. Et j'ai eu 15 à l'éco ECP. Et synthèse, t'as dit, pardon? 14. 14, ok. Donc HEC, je suis arrivé avec un 6 en philo. Et avec un 11 en éco, et j'étais quand même admissible. Et t'as fini combien à HEC? 670. Ok, ouais, donc c'est ce qui t'a mis dans la sauce, c'est vraiment la CG, quoi. Ouais, mais en fait, voilà, quand j'ai découvert ces résultats-là, j'étais choqué. Parce que, en fait, je pensais que c'était l'éco, j'allais avoir 8, mais au final, j'ai eu 11. Ce qui m'a en quelque sorte sauvé, puisque en fait, j'ai eu un 6 inattendu en philo. Que moi, je pensais que j'allais avoir 14 ou 15, puisque toute l'année, j'avais entre 14 et 17. Ah, c'est ouf. Et donc, en fait, j'étais choqué d'avoir 6. Quand j'ai parlé avec mes camarades de Dumas qui n'avaient pas forcément travaillé, qui ont eu mieux que moi, encore aujourd'hui, j'ai pas eu ma copie et j'ai pas pu la montrer, etc. à mes professeurs, mais soit j'ai fait un gros hors-sujet, soit juste... Rappelle-moi, le sujet, c'était quoi déjà? C'était sauver les images. Ah, sauver les images, oui, c'est celui-là. Okay. Mais en fait, sur le coup, pour moi, j'avais fait une bonne dissertation et à la sortie du concours, j'étais plutôt confiant. Ce qui fait que, en vrai, avec le recul, je me dis qu'au concours, même si on est trop confiant ou pas suffisamment confiant, il faut pas prendre des mais bien sûr, en vrai, t'as tellement des trucs. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. On peut, sans s'en rendre compte, écrire des atrocités en langue ou des choses comme ça. Et au final, avoir une note qui nous choque. Donc, il faut pas, à la fois, si on a l'impression d'avoir raté une épreuve, en fait, c'est pas forcément le cas. Parce que, notamment sur les épreuves de maths, quand il faut réussir genre 40 ou 30%, en fait, on a l'impression d'être bête puisqu'on a répondu à 5 questions. Mais peut-être que c'est déjà un truc de fou, d'avoir 16, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est juste classer les étudiants, encore une fois. Donc, si l'épreuve est très dure, elle est très dure pour tout le monde et tu sais pas trop. Ah, bien sûr. C'est pour ça où la confiance joue beaucoup. Mais on a tous un exemple dans le prépa de quelqu'un qui était soit trop fort et qui a eu une école, t'es là, mais quoi? Et ou l'inverse. C'est n'importe quelle prépa, n'importe quelle année. On a tous cet exemple-là. Et donc, ça montre qu'il faut s'accrocher jusqu'au bout. Et t'étais choqué du 6, quoi. Mais choqué du 11 aussi. Donc, donc au final, en vrai, ça allait. Je me suis dit, de toute façon, le classement, c'était ce tu retombes sur tes pattes. Voilà. Pas comme tu pensais, mais. Ça changeait rien, quoi. C'est maintenant qu'il fallait assurer. Mais donc, ce qui veut dire, comme on prend désormais 420 étudiants à HEC, tu t'es dit, OK, il faut pas juste faire des oraux au quai tiers, faut performer, quoi. Oui, c'est ça. En fait,
moi, l'idée que j'ai pris, parce que en fait, sur les autres écoles, j'étais beaucoup mieux classé, puisque sur l'autre, j'ai eu 4 points de plus en ESH, 15 à l'ECP notamment, et l'autre dissertation, j'ai eu 13 au lieu de 6 à l'ESSEC. Ce qui faisait que. Et c'est que le CP, t'étais plutôt chill. En fait, ce qui faisait qu'à HEC, j'étais classé 6 sur 70 avec genre 14,5 de moyenne sans points bonus, sachant que la barre était à 14,3 cette année, donc c'était serré. Mais le reste, j'étais passé les 15, j'étais à 15,2, 15,3 à peu près sur ESSEC, ECP, j'étais à 16 sur l'ENSAE avec le W en maths. Mais voilà, donc je me suis dit en fait que avoir une parisienne, ça devrait se faire. C'était quasiment acquis. Oui, HEC, c'était la cerise sur le gâteau. Oui, la cerise sur le gâteau. Mais d'un autre côté, du coup, je m'étais dit dans l'idée qu'en fait, si je loupe HEC, c'est pas grave. Et je suis allé un peu en se disant que en fait, j'y vais le tout pour le tout. Je fais ce que je peux, je donne le tout. En fait, sans, on va dire, un point de stress en me disant en fait, si je foire HEC, ma vie est finie. Okay. C'était pas vraiment pas ce truc-là. C'était juste une histoire de, c'est une expérience à vivre. J'aurais sûrement jamais l'occasion de refaire des euros HEC. En fait, j'y vais, je fais ce que je peux et je vois comment ça se passe. Et bon, ça s'est bien passé du coup. Mais sur le coup, sur le campus, moi pendant les euros HEC, je profitais, je faisais le volley l'après-midi dès que je pouvais. Ouais, t'étais un peu libéré. Oui, voilà. J'allais profiter de mon temps du campus en me disant que peut-être c'était la dernière fois que j'étais sur le campus, mais en tout cas, j'étais, on va dire, de bonne humeur. C'est drôle parce que les admisseurs devaient se dire putain, c'est un mec de Ginette qui est top 10, il en a rien à foutre, alors qu'en fait, t'étais 670 et tu viens de Dumas, quoi. Genre, ouais, c'est ça. Bah, après, on était plusieurs aussi à être dans cette ambiance-là où on a déjà suffisamment travaillé avant et que en fait, c'est pas les 2 derniers jours qu'on va changer la donne. Ouais, mais à l'inverse, t'en as qui se mettent au fond et qui grattent comme s'ils allaient apprendre un truc de fou dans les 5 minutes qui viennent, quoi. Parfois, ça marche une fois sur 100 ou quelqu'un qui en fait s'est dit je vais réviser le chapitre 12 de la première année et en fait c'est celui-là qui tombe ouais, bien sûr. Il est content quoi, mais la plupart du temps ça marche pas et au final il regrette peut-être après de pas avoir profité de l'expérience des euros quoi. Ouais, bien sûr, ouais, en plus c'est cool. Et tu te rappelles de tes notes du coup aux euros d'ailleurs? Oui, à HEC comme note j'ai eu 17 en maths, 19 en russe, 9 en CSH, 12 en ESH, 12 en triptyque et 12 en anglais. Okay. Et ça me faisait à peu près 13 de moyenne aux euros. Mais ouais, ce qui est nettement au-dessus de la moyenne. C'est quoi, 10, c'est ça ou un truc comme ça c'est peut-être un petit peu moins, même 9, quelque chose comme ça, comme une moyenne. Mais j'avais compté qu'il me fallait genre quelque chose aux alentours de 12 de moyenne alors que j'étais 670, donc 13, c'était plus que suffisant. Ouais, carrément, ok. Ouais, donc t'as bien remonté et tu sentais à l'issue des euros que ça allait le faire. Oui, à l'issue des euros, en fait, plus avancé, chaque jour, je me disais que ça se passait plutôt bien. En fait, le premier jour, on faisait 2 euros par jour et pendant 3 jours. Et ça me rassurait dans ce truc-là. Et je me disais que en fait, si le lendemain, ça se passe bien, alors j'ai mes chances. Et ça, c'est comme ça sur les 3 jours. Et au final, oui, je suis sorti des euros en me disant qu'en fait, j'ai une chance. Je savais pas à quel point j'avais bien réussi parce que aux euros, on sait jamais vraiment quelle note on a. Mais oui, je me disais que c'était possible en vrai, que j'ai HEC. Donc c'est intéressant ce que tu disais sur la préparation des euros, parce que quand tu regardes les statistiques entre les admissibles et les admis, globalement les euros d'HEC déjà éliminent beaucoup de filles, ça c'est vraiment frappant, éliminent beaucoup de boursiers, et éliminent beaucoup d'étudiants des petites prépas. Et donc, parce que sur les petites prépas, il y a le côté où à Ginette, ils bouffent du triptyque depuis la première année, ou ils ont l'habitude de cet exercice-là. Et toi, t'as pas pâti de ça finalement en fait. Oui, on va dire que notre prépa, statistiquement parlant, on est, en termes de préparation aux euros, on est un petit peu mieux que Ginette et Henri IV puisqu'on a 100% de conversion aux euros HEC. C'est vrai. Mais alors qu'eux, ils sont à peine à 50 ou quelque chose comme ça. Les nullards. Ouais, voilà. Mais oui, en vrai, le triptyque, c'était l'une des épreuves que j'avais pas suffisamment bien préparée. En vrai, j'en ai fait aucun entier et aucun, on va dire, dans les mêmes conditions que le jour où je n'ai passé à HEC. Mais j'étais très bien renseigné sur les règles et sur en fait comment ça se passait un triptyque. J'avais posé la question notamment à la personne qui avait créé l'épreuve même à HEC, puisqu'il y avait une conférence où on pouvait poser des questions sur les euros, etc. Et j'ai en fait plein de questions qui me passaient la tête, comme par exemple est-ce qu'on avait le droit d'avoir une montre pour regarder l'heure, parce que c'est comme c'est un truc des choses très pratiques, bien sûr. Ouais. Voilà, très pratique. En fait, au final, je suis arrivé, on va dire, en connaissant les règles du jeu, et mes professeurs m'avaient dit, en fait, pour réussir les euros, faut juste être brillant, quoi. Ok, donc juste être brillant. Oui, mais voilà, en tout cas, ils m'ont dit quelque chose comme en fait si tu n'as pas de problème ou quoi que ce soit. Il n'y a pas une méta cachée. Il n'y a pas de stratégie. J'ai entendu, par exemple, quand je parlais avec mes camarades, il y a certains qui étaient en 4 et qui ont fait 20 en 2 ans, et en fait, ils ont eu 9, alors que moi, j'ai 12, et en fait,
en fin de compte, j'ai eu en fait ce qu'un élève normal aurait eu dans une autre prépa, quoi, comme note. Donc en vrai, non, sur le triptyque, sur le coup, ça m'a pas tant pénalisé que ça. Ok. Donc admis HEC, admis SAQ, SCP, NSAE. Ouais, aussi. j'ai admis partout où j'ai passé les oraux, parce que j'ai pas passé les oraux de l'EDEC et l'EM. Au final, j'ai passé en premier les oraux de l'NSAE et j'ai été admis, puisque j'ai eu 20 en maths, coef 15. Et t'as pas hésité, en vrai? Si, en fait, j'avais un problème, parce que comme je faisais russe, il y avait un problème l'EM, il m'avait proposé comme pour les oraux, c'était le premier jour de tous les oraux, c'était genre le 17 juillet, un truc comme ça. Ce qui faisait en fait que j'étais en pleine préparation un peu, genre je me disais il fallait que je finisse un peu faire de maths, un peu de ça. Ouais. Et je me disais en fait ça valait pas le coup de sacrifier ce temps de préparation. Ouais, alors que la parisienne, t'avais 3 chances pour intégrer une parisienne. Oui, voilà, et que je me suis dit, enfin l'EM, je me suis dit je vais pas y aller parce que j'avais des bonnes notes ailleurs et que ça devrait bien se passer. Les decks, j'aurais dû y aller. C'était mon dernier truc où je devais y aller. Pareil, je pouvais pas trop choisir l'horaire à cause du fait que les Parisiennes, ils ont déjà des horaires bien placés. Et que enfin, des jours, ouais. Et les decks qu'ils m'avaient proposés en fonction du russe, il me restait qu'un seul jour et c'était après les oraux HEC, le lendemain, quoi. Et en fait, donc pour y aller, il fallait qu'à la fin des oraux HEC, je me déplace en train, etc. à Lille, que je loge là-bas et tout. C'était un peu compliqué et un peu. Enfin, au départ, je devais le faire, mais je suis sorti des oraux, je sors, je vais à la gare de Jouy. Pour prendre le train pour Versailles et ensuite pour aller à Paris, pour ensuite prendre le TGV, enfin en tout cas beaucoup de choses. Et je vois à la gare de Jouy avec train annulé pendant 1 heure. Et en fait, c'était fini. Tu dis c'est un signe, c'est qu'il n'y a pas besoin d'y aller. C'était fini. À la fin, en fait, j'aurais pu y aller si j'avais payé un Uber 60 euros pour essayer de me débrouiller, enfin je ne sais comment, pour arriver à Paris à l'heure pour le train. Au final, je me suis dit, en vrai, ça vaut pas le coup. Les euros, j'ai plutôt bien senti sur tout le reste, donc ça allait bien se passer. Ok, d'accord. Ouais, donc intéressant, mais c'était pas du coup la question que je voulais te poser, c'était plutôt sur l'ENSAE. Ouais. Est-ce que tu as hésité à pas être admis, mais à t'affecter à l'ENSAE? L'ENSAE, c'était mon deuxième choix, on va dire, juste après HEC. Donc en fait, si j'avais pas HEC, je serais à l'ENSAE probablement. Même si, bon, si j'aime, je l'ai mis en deuxième choix, mais c'est pas très objectif, puisqu'on avait déjà le classement HEC avant. Oui. Donc, je savais déjà que j'étais HEC. Mais je pense qu'en temps normal, c'était mon deuxième choix parce que en vrai, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et même à travers HEC, je vais éventuellement faire une école d'ingé ensuite en double diplôme. Donc, c'est peut-être un passage un peu. Oui, tu peux faire l'ENSAE d'ailleurs après. Oui, voilà, donc c'est probablement quelque chose où je me disais qui m'intéressait aussi énormément. Mais voilà, donc NSAE, j'ai eu des bonnes notes aux euros. J'ai eu 20 en maths, coef 15, j'ai eu 8 en ESH et 15 en anglais, je crois. Mais, ouais, tranquille quoi. Ouais, ça va. Donc ça s'est plutôt bien passé. J'ai fini 90, je crois, à l'INSAE. Et le dernier qui était pris, c'était 200. Donc ouais, large. J'étais large. Et pour les autres, j'étais dans les 300 premiers aussi, l'ESSEC et le CP. Ouais, parce que justement, en plus, tu n'avais pas le Vilain 6 en CG qui t'avait pénalisé. Ok. Dans les premiers jours, là, parce qu'on tourne, on est début septembre, donc tu as eu déjà le séminaire à Chamonix il y a quelques jours. Est-ce que, bon, déjà, comment ça se passe? Et est-ce que tu sens un décalage de quelconque manière, que ce soit avec les étudiants qui viennent tous des grosses prépas ou pas? Ça se passe, au départ, aux euros, en tout cas, j'avais l'impression que au départ, les camarades que j'avais rencontrés, c'était aux euros. Aux euros, j'avais beaucoup parlé avec les camarades autour et tout. Je me disais, il faut construire le réseau dès maintenant, mais en tout cas. Non, mais je me disais, en tout cas, si en fait j'intègre HEC, vaut mieux que quand même il y a quelques têtes similaires avec qui j'ai déjà parlé avant, etc. Donc je me suis dit, par tout moyen, je vais discuter avec plein de gens. Et au final, les gens, ils étaient très sympas dès les euros. Et en fait, quand on a été envoyé au séminaire de Chamonix, dans mon groupe, c'était par groupe de 15 personnes, il y avait déjà en fait 2 personnes avec qui j'avais bien discuté aux euros, etc. Et je m'entendais bien. Et derrière, en fait, avec tous les autres, en vrai, je me disais qu'ils allaient en fait nous enfermer les petits prépas en disant, toi, je te connais pas, je sais pas d'où tu viens, etc. Mais en fait, pas du tout. On était très bien intégrés. La prépa ne joue pas un énorme rôle, à part quelques prépas que je crois comme Ginette qui s'enferment un peu entre eux. Mais la plupart, en vrai, même Ginette en soi, ils s'ouvrent quand même aux autres. Ouais, c'est juste plus facile des gens qui t'attraient pendant 2 ans. C'est juste plus facile quand on connaît quelqu'un qui a fait ce lycée-là ou cette prépa-là et qui en fait ils se connaissent un peu, mais dans l'ensemble, en vrai, il y a beaucoup de gens qui viennent quand même d'endroits différents. Et en fait, ils ont été peut-être réunis par les prépas, mais avant, ils venaient de plein de coins différents. Ouais, t'as l'impression d'être un random parmi 420. Oui, voilà, pas forcément différent des autres, quoi. Donc, en tout cas, en termes d'intégration, il n'y a aucune différence entre moi et quelqu'un qui vient du jeune prépa, quoi. Ok, ça marche. Et quelles sont tes premières impressions? Qu'est-ce que tu veux faire après déjà? Ouais, mes premières impressions, c'est en fait à peu près ce à quoi je m'attendais, à la fois ce que j'ai vu quand j'ai fait les euros là-bas, mais même en tout cas de ce que j'ai entendu en termes d'idées, c'est que en fait, c'est une école où on peut faire plein de choses,
même si les situations oui et que certains qui se plaignent de ça. Mais en fait, dans l'ensemble, moi notamment, ce qui me plaît énormément, c'est de pouvoir faire énormément de sport. Il y a les gymnases tout le temps verts, des choses comme ça. Donc, je m'éclate là-dessus. Je fais du volley tout le temps. Volley. Notamment, il y a des beach volley, des volleys intérieurs tout le temps. Donc, c'est vraiment cool là-dessus. Après, derrière, il y a les assos. Moi, j'avoue que c'est pas non plus quelque chose qui m'intéresse énormément, en tout cas, de m'impliquer beaucoup dans les assos. Même s'il y a quelques assos qui m'intéressent, un peu tranquille ou voilà. Mais voilà, mais en tout cas, ceux qui veulent faire des trucs là, ils peuvent faire des trucs là. Et derrière, pour ma part, une fois que j'ai vu que j'étais admissible à HEC, après, on va dire, mieux réflexion, j'ai plus envie d'en faire, on va dire, une force pour travailler plus tard et pas spécialement pour seulement faire la fête, même si je comprends parfaitement qu'il y a des personnes qui veulent se lâcher un peu la pression de la prépa et de profiter à fond de leur vie. Tu vas pas faire tous les pots cette année. Oui, voilà, sûrement. Il y avait une pot hier, je l'ai pas faite malheureusement. Mais... Ah oui, ça, on est vendredi, donc hier c'était jeudi, d'accord. Mais oui, donc pour ma part, je suis pas trop fêtard, mais même ça, on peut faire à HEC ou dans d'autres écoles de commerce. En fait, on peut faire ce qu'on veut et avoir un projet, soit construire un projet professionnel qui nous correspond, pour travailler dans des domaines forcément qui nous plaisent peut-être plus que le conseil et la finance ou des choses qu'on n'est pas forcément prédestiné à faire une fois qu'on est une parisienne, même si certains pensent ainsi. Et oui, pour ma part, en vrai, moi j'ai quelques projets quand même de passer par des écoles d'ingé. Moi, en première année, en parallèle de HEC, je fais une fac de maths, par exemple, pour continuer un peu sur cette lancée des mathématiques, mais aussi parce que c'est quelque chose qui me plaît et j'aimerais bien travailler, on va dire, dans des métiers qui en demandent des connaissances, notamment par exemple la data, mais après, je n'ai pas non plus de projet trop précis pour l'instant. Mais quelque chose à la croisée des chemins entre l'ingénierie et l'économie. Et l'économie. Oui, c'est ça. Et puis tu peux même faire de l'économétrie. Enfin, il y a des trucs super intéressants qui mêlent un peu tes trois passions, en tout cas les matières où tu te débrouilles pas trop mal. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je te prends pas davantage de temps parce que je crois qu'en plus c'est un rendez-vous de la plus haute importance chez le coiffeur, si je dis pas de bêtises. Une dernière question quand même pour les étudiants qui sont à Dumas ou ailleurs, qui viennent, je mets des grosses guillemets, de petites prépa. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire tout simplement? Je pense que c'est d'essayer d'avoir confiance en soi, de se dire qu'on n'est pas moins bon qu'eux, d'être peut-être même un peu arrogant là-dessus. En tout cas, la confiance en soi, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment la matière la plus coefficientée au concours, mais aussi de faire confiance à leurs professeurs. Parce qu'en fin de compte, on pense souvent que, en fait, moi, je viens d'une petite prépa, que mes professeurs, ils sont nuls, mais en fait, c'est pas le cas, ils sont tous agrégés, ils ont tous on va dire, les mêmes diplômes, les mêmes connaissances, et parfois même ils sont plus investis dans les petites prépas où ils n'ont pas l'habitude d'avoir des élèves avec beaucoup de potentiel ou des choses comme ça, ou même, en tout cas, ils vont plus avoir tendance à aider ceux qui ont du mal, puisque dans les grosses prépas, on entend souvent comme quoi les professeurs délaissent ceux qui ne bossent pas suffisamment. Et oui, je pense qu'en fait, en prépa, il faut avoir confiance en soi, mais aussi confiance envers le corps enseignant qui se donne pour qu'on réussisse. Merci beaucoup, Sébastien.